Le Nasdaq 100 et le Bitcoin sont à la hausse. Enregistrement réalisé lors du 11 septembre de l'année 2025. Donc, on assiste depuis les derniers jours, depuis les dernières heures, à un marché haussier où des records sont battus. Prenons par exemple par rapport au Nasdaq 100. En ce 11 septembre 2025, il a dépassé le 24 000 points. Donc, il a dépassé son plus haut atteint sommet par le passé. Donc, on est avec une bourse à une valeur haute sur le plan historique. De son côté, de son côté, le Bitcoin est en remontée. C'est sûr que ce qui est arrivé, il a connu son plus haut sommet atteint le 14 août. Ensuite, il y a eu une baisse, correction, probablement qu'une vague de liquidation quand des investisseurs ont eu le montant qu'ils voulaient avoir. Et par la suite, tranquillement, il a baissé jusqu'à 107 000 américains. Puis là, il est en train d'augmenter. Là, il est à 114. Et ce que je veux vous mentionner en lien avec ça, c'est quand on regarde la hausse de la valeur du Bitcoin ou la valeur du Nasdaq, c'est que moi, j'ai toujours en tête l'injection massive des masses mondiales monétaires, donc M2, qui a de l'impact par rapport à la valorisation de ces actifs-là. Donc, ces actifs-là valent davantage, c'est peut-être tout simplement parce que la valeur de l'argent, en particulier le dollar américain, vaut moins. Plus qu'on met de l'argent en circulation dans le système, plus des actifs comme par exemple la valeur également de l'or, ensuite la valeur du Bitcoin, qui est pour certains un or numérique, se met à augmenter à un certain niveau. Donc, il n'y a pas nécessairement un rapport de causalité, mais il peut y avoir une corrélation entre les deux à un certain niveau. C'est sûr qu'il y a d'autres variables qui peuvent avoir une incidence sur la valorisation d'actifs, comme par exemple, si il y a une guerre qui est déclarée, ben là, ça va avoir une incidence sur la bourse au niveau international, et ainsi de suite. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si la tendance se maintient, puis mon attention, mon énergie est beaucoup plus concentrée à étudier l'impact des masses monétaires mondiales que les figures géométriques, comme par exemple les triangles de compression vers le bas ou vers le haut, en lien avec l'analyse technique puis l'étude des bougies japonaises. Parce que quand on regarde les masses monétaires mondiales, on peut voir des patterns. Donc, je vais vous mettre les liens web auxquels je fais allusion, comme par exemple au mois de janvier. Donc, la ligne bleue, c'est par rapport à la masse monétaire mondiale, elle était très basse. Et 3 mois après, c'est-à-dire au mois d'avril, il y a la répercussion sur le marché et les acheteurs de l'argent qui a été créé. Comme il y en a moins qui est créé, ça a amené une baisse par rapport à la valeur du Bitcoin. Puis par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que naturellement, il y a eu d'autres argents qui ont été créés. Et puis, je vais essayer de vous montrer. OK, à partir de janvier, tranquillement, il y a de l'argent qui est créé. Puis, vous voyez qu'au mois d'avril, ensuite jusqu'au mois de juillet. Ce qui arrive, c'est que si le Bitcoin augmente de valeur avec un décalage d'à peu près 3 mois, puis vous voyez qu'ici, il y en avait pas mal dans le coin du mois de septembre. Ensuite, ça a baissé. Ensuite, ça se remet à augmenter, ça se remet à augmenter. Mais qu'est-ce qui risque d'arriver dans les prochaines semaines? L'hypothèse de travail, c'est que le Bitcoin va non seulement dépasser son plus haut sommet de 123 000, mais il va atteindre probablement des montants beaucoup plus élevés. Donc, mais c'est sûr qu'on va voir qu'est-ce qui va arriver. L'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Investir comporte des risques. C'est toujours ça l'important d'avoir en tête. Mais à l'heure actuelle, il y avait Yeril, qui est un YouTuber que je suis depuis plusieurs mois, qui avait annoncé qu'au mois de septembre, on allait voir l'impact du flot monétaire haussier par rapport à l'argent injecté dans le système, que ça allait avoir l'impact sur des actifs comme les crypto-monnaies. Puis, j'ai l'impression que c'est vraiment en plein de qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, c'est sûr que là, après ça, ça va être de voir le flux monétaire, qu'est-ce qu'il y en est, parce que quand il va baisser, 3 mois après,
ça risque de baisser par rapport au Bitcoin puis d'autres crypto-monnaies à risque. Mais quelqu'un qui comprend ça, bien, c'est sûr que là, on peut faire de l'argent en ligne de spéculation par rapport à ça à un certain niveau. Moi, présentement, je spécule sur le Bitcoin avec effet de levier, à l'effet qu'il va au moins se rendre à 23 000 $. Donc, je me suis fait sur ma plateforme de courtage en ligne le montant de sortie par rapport à un fonds négocié en bourse qui reproduit le Bitcoin. Puis là, quand il va atteindre l'équivalent de 23 000 $ de nouveau, là, il va y avoir une vente qui est faite. Après, il risque d'avoir encore une fois une période de correction. Ensuite, je vais probablement racheter un petit peu plus bas puis revendre plus haut. Mais tout ça, c'est pas coulé dans le béton. Donc, c'est sûr que ce que je vous dirais, c'est que là, il est à 114 000. Si le Bitcoin, parce qu'il y a des niveaux qu'on va appeler des niveaux support, puis des résistances. La résistance, présentement, c'est, dans le fond, le 123 000 qui a été atteint en dollars américains, qui est le plus haut sommet. Donc, les gens, ils peuvent avoir une résistance psychologique à payer davantage, vu que ça ne s'est jamais fait dans le passé. Puis, à un moment donné, ben, ils vont avoir un breakout probablement, puis les gens vont être prêts à payer plus pour du Bitcoin qu'ils l'ont fait précédemment. Puis, les niveaux support, ben, c'est les niveaux en dessous desquels le Bitcoin n'a pas descendu dans les derniers temps. Comme là, ici, il était à 107 000. Comme je l'expliquais à une personne, hier soir, je discutais avec une personne, j'ai dit, là, le Bitcoin est en train d'augmenter progressivement. S'il tombe en bas de 107 000, qui est un point support, probablement que je vais liquider ce que j'ai à mesure qu'on va avancer au mois d'octobre. Parce que là, ce qui va arriver, c'est qu'au niveau de la saisonnalité, parce qu'à peu près un an et demi suivant le halving, à ce moment-là, la période du bull run, c'est-à-dire de marché haussier et au Bitcoin, n'est pas éternelle. Parce qu'après ça, il va y avoir un marché baissier, bear market. Fait que le point, c'est que là, il se dirige vers ça. Fait que là, parce qu'il y a tout le temps des niveaux de support. Il y en a un, c'est à peu près 107 000. Il y en a un autre, c'est le 100 000, qui a été une résistance dans le passé, parce que les gens ont payé plus que 100 000 $ pour du Bitcoin. Ben, c'est pas évident pour eux. Ça demande une adaptation psychologique. Puis là, c'est rendu une zone de support qui a été une résistance du passé. Fait que c'est d'avoir ça en tête que, bon, s'il tombe à 107 000, c'est sûr qu'il continue à descendre puis il tombe à 100 000 ou il se remet à augmenter puis il va aller rechercher à peu près le 110 000. Puis ensuite, peut-être 120 000, 125 000 et ainsi de suite. Fait que là, c'est en lien avec des braquettes. Comme moi, par exemple, par rapport au Bitcoin, s'il tombe en bas de 107 000, probablement que je vais liquider ce que j'ai avec profit. Mais ça va être quand on va être rendu au mois d'octobre pour tenir compte de la saisonnalité. Pas nécessairement tout de suite. Au mois de septembre, j'ai pour mon dire qu'il y a des possibilités encore qui augmentent de nouveau à cause des masses monétaires qui vont rentrer de plus en plus sur le marché dans les prochains jours, tout simplement. Donc ça, c'est mon hypothèse de travail. Puis par la suite, ben, une fois qu'il va être rendu, là, il est à peu près à 115 000, il va soit corriger à la baisse vers 110 000 ou il va monter vers le 125 000. Ça va être un ou l'autre. Puis s'il atteint le 125 000, ce qui va arriver, c'est qu'il va probablement corriger vers la baisse vers le 120 000 après pendant un bout de temps. Ensuite, augmenter de nouveau et ainsi de suite. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va voir ou non dans le cycle présent. Peut-être que ça va aller en 2028, un Bitcoin au-dessus de 130 000. On verra bien. Mais pour ce qui est d'Ethereum, la façon que je le vois, c'est que là, il y a eu une montée importante. Il a monté au-dessus de 4800 points. Puis là, présentement, il est dans un intervalle entre 4000 et 5000 $. Peut-être qu'un jour, il va briser la résistance à 5000 $. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une vague de liquidation, puis ça va baisser. Mais présentement, je suis en situation de profit naturellement par rapport au fonds négocié en bourse qui vise à répliquer la valeur du Bitcoin puis de l'Ethereum. Sauf que je ne veux pas nécessairement liquider ce que j'ai tout de suite. Pour ce qui est de l'Ethereum, ce que je me suis dit, c'est que tant qu'il est entre 4000 et 5000, je conserve. Mais s'il tombe en bas du point de support de 4000, je vais probablement liquider. Mais je vais avoir un profit. Je l'avais acheté quand il valait 2500. Donc, je sors en zone de profit.
Mais si le Bitcoin, l'Ethereum monte au-dessus de 5000, ben là, ça va être intéressant parce que je vais pouvoir aller chercher un profit plus élevé. S'il monte au-dessus de 5000, ce qui va arriver, probablement, une petite montée parabolique, ça va durer quelques jours, puis après ça, il va redescendre peut-être à 4475. Ensuite, il va briser le 5000, ainsi de suite. Ça va dépendre. C'est comme un jeu, là, il est à 4221. Mais s'il baisse en bas de 4000, j'ai l'intention de liquider. S'il monte en haut de 5000, ben je reste là. Donc, ça va être ça à suivre. Sinon, ben, présentement, je suis déstabilisé par Bitfarms parce que j'étais habitué, en utilisant la technique du piranha, c'est-à-dire acheter à des montants puis vendre quelques cents de plus, avec laquelle je me familiarisais dans les derniers jours, à ce qui oscille, par exemple, entre 1,70 $, 1,80 $, 90 dans ces eaux-là. Là, il y a une montée parabolique. Là, une montée, il a passé à 1,77 le 8 septembre, puis là, il est rendu au 11 septembre à 2,80. Ben là, puis il a monté, vous voyez, c'est quasiment une ligne droite vers le ciel. Là, je me tiens tranquille parce que là, je suis curieux de voir si c'est une montée parabolique, puis ça va s'effondrer pour reprendre l'intervalle qu'il y avait avant. Là, bon, entre 1,70 et 1,90. Donc, dans cette zone-là, entre le prix plancher puis le plus haut, bon, ben, j'étais à l'aise de transiger en me disant, ben là, je vais en acheter peut-être vers 1,70 pour le revendre à 1,80, aller chercher quelques sous de profit. Mais là, à 2,80, là, ma curiosité de voir, c'est est-ce que le prix va se maintenir dans le temps, dans les prochaines semaines, ou ce qui va arriver, c'est que c'est une montée de malade parabolique, puis après ça, ça va retomber là, à 1,70 ou 80. C'est un dossier à suivre. Solana, par rapport auquel j'ai acheté des fonds négociés en bourse, il y a un mouvement aussi intéressant depuis à peu près un mois. Il est passé de 1,82 à 2,26. D'ailleurs, j'en ai racheté cette semaine du Solana parce que, à mon avis, il va sans doute faire plus de profit dans les prochaines semaines en termes de pourcentage de valorisation que Bitcoin et Ethereum, étant une plus petite capitalisation. Donc, mais même encore là, honnêtement, je me suis fait prendre un peu avec le FOMO, là. Fear, la peur de passer à côté de l'opportunité, là. Parce que je l'ai acheté, il était peut-être à 205 $, il était à 226, donc j'étais en situation de profit, mais je l'ai acheté élevé, là, parce que j'en avais acheté quand il valait 180 à peu près. Fait que là, mon profit est un peu plus important, intéressant. Mais là, je suis en situation de profit si je liquide, mais j'ai intention d'attendre encore, d'autant plus qu'après le plus haut sommet atteint par le Bitcoin, habituellement dans le mois qui suit, c'est la saison des altcoins, donc des crypto-monnaies alternatives avec des hausses. Donc, mon hypothèse de travail présentement, c'est que d'ici le mois de novembre, le Bitcoin va atteindre son plus haut sommet, puis d'ici fin décembre, entre novembre et décembre, ça va être les plus hauts sommets pour les altcoins. Donc, à moins qu'il y ait un signe noir qui se présente, c'est-à-dire un événement fortuit, imprévu, mais de gravité internationale qui va amener les gens à sombrer dans la peur, en dépit qu'il y ait un afflux massif de capitaux, puis la possibilité de la baisse du taux d'intérêt de la Fédérale Réserve pour le 17 septembre. Mais c'est sûr que si, par exemple, le conflit au Moyen-Orient entre Israël, la Palestine déjeunant avec d'autres pays comme le Qatar, ou que la Russie entre en guerre ouverte avec la Pologne, la France, puis là, la France devient un lieu où il y a les blessés qui vont provenir du front, parce que l'information a fuité que présentement en France, il se prépare à ce que les hôpitaux accueillent des soldats qui ont été blessés à un front éventuel entre les pays occidentaux et la Russie. Donc peut-être qui impliquerait des Polonais, des Allemands, des Français. Fait que ça va être un dossier intéressant à suivre dans les prochains mois. Fait que naturellement, ça risque de créer de la peur puis nuire au marché des cryptos qui est très volatile. Fait que ça va être à suivre, en espérant que le marché puisse tenir au moins jusqu'au mois d'octobre-novembre sans qu'il y ait trop d'événements chocs internationaux, le temps d'avoir des belles montées paraboliques sur certaines cryptos. Sinon, ben, je me tiens toujours informé par rapport à l'indicateur de la peur et de l'avidité,
Donc, dans les derniers jours, il était neutre, il était à peu près 50. Là, tranquillement, il monte à 54. Fait que là, j'ai l'impression que les gens deviennent de plus en plus avides. Fait que là, à mesure que ça va monter ici sur le cadran, à mesure qu'il va falloir que je pense à prendre des profits par rapport aux investissements en crypto que j'ai fait. Sinon, ben, je voulais vous partager aussi le fait qu'une vidéo que j'ai bien trouvé très intéressante, que j'ai visionnée dans les derniers jours, qui porte sur le DZA, à ne pas confondre avec le DCA. Donc, c'est vraiment la base. Là, elle dure à peu près 25 minutes, quasiment une demi-heure, mais c'est vraiment la base sur comment acheter à des zones de support puis vendre à des zones de résistance. Par rapport à l'investissement crypto dans une optique de ce que je comprenais essentiellement de swing trading. Puis là, présentement, j'étudie vraiment plus cette approche-là. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est parce que le DCA, Dollar Cost Average, la personne en prend à chaque semaine. Donc, dans des semaines qui sont haussières, puis baissières d'une manière aveugle, tandis que là, c'est plus dans un esprit de calcul puis du timing de marché. Présentement, en tant que personne, en tant qu'ego, je suis en train de me mesurer, de m'évaluer, à savoir dans quelle mesure je suis capable ou non de timer le marché. Puis mon objectif, comme je disais à ma compagne récemment, c'est que d'ici la fin de l'année, donc 2025, que j'aille liquider l'essentiel de ce que j'ai en lien avec le Bitcoin, Ethereum, d'autres crypto-monnaies, en zone de profit, puis idéalement en surperformant le marché des actions, c'est-à-dire on a une performance qui est plus grande que celle liée à prendre des actifs d'une manière passive par rapport à des fonds négociés en bourse de type indiciel liés au SP500, Nasdaq 100. Donc ça, c'est mon objectif. Donc idéalement, faire plus que 20% de rendement sur l'ensemble des cryptos dans lesquels j'ai investi au fil des semaines, dont XRP. XRP, présentement, quand j'en avais pris il y a quelques semaines, j'étais en situation de profit. Là, il a baissé. Je m'attendais qu'elle allait corriger à la baisse. Fait que je suis peut-être à moins 5. Mais j'ai l'impression qu'il va augmenter à mesure qu'on va se rapprocher de la fin du mois d'octobre où des fonds négociés en bourse se rapportant à la fois XRP puis aussi Solana. Si tout va bien, la SEC, Security Exchange Commission, va aux États-Unis, va permettre à ce qu'il soit disponible là, sur la bourse américaine. Donc, si ça arrive, le fait que ça rentre en bourse, les ETF, les fonds négociés en bourse, à mon avis, ça va faire monter le marché. Puis ça, c'est combiné au flux de liquidité que je parlais tantôt avec les masses monétaires mondiales, combiné à une baisse du taux d'intérêt qu'on s'attend à avoir pour le 17 septembre, ben c'est un petit peu comme l'alignement des planètes est là pour qu'on ait un marché parabolique là, par rapport à plusieurs crypto-monnaies avec des hausses fulgurantes. Là. Donc, ça va être intéressant à suivre dans les prochains jours et je garde toujours en tête l'importance de prendre des profits pour ne pas passer à côté des opportunités et rester pris avec des actifs qui, dans le fond, vont être dévalorisés d'une manière violente après, là, parce qu'il y a des actifs qui peuvent perdre 70%, 80% de leur valeur après les montées importantes. Donc, en même temps, en tant qu'ego, je me mesure dans ma gestion du cycle. Là. Cette année, en 2025, j'ai investi beaucoup d'énergie là-dedans. Je me mesure à savoir si je suis capable de gérer adéquatement un portefeuille avec des crypto-monnaies. Puis après ça, ben, à travers l'expérience, je pourrais porter un jugement sur ma personne en disant oui, je suis efficace ou non, c'est pas pour moi. Puis je déciderai qu'est-ce que j'en fais là, par la suite. Je pense que la meilleure des choses pour évaluer quelque chose, c'est d'y aller avec le concret puis le pratique. Pas se raconter non plus des histoires. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Les liens web auxquels j'ai fait allusion aujourd'hui sont en bas de l'enregistrement. Naturellement, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.